femmes azadi. Vous vouliez en fait à l'époque sensibiliser, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, sur le mouvement révolutionnaire qui se déroule en Iran depuis 2022, et vous vouliez porter notamment la voix du peuple iranien, et particulièrement des femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, on a tristement commémoré la mort de Masha Amini, qui est morte pour le port d'un vêtement inapproprié. Vous avez également écrit la préface de la Déclaration des droits des femmes illustrées, donc un sujet qui vous tient à cœur, où en fait, dans cette Déclaration des droits des femmes illustrées, on fait le parallèle entre le texte d'Olympe de Gouges, qui, je le rappelle, a écrit au XVIIIe siècle, et la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que tout le monde a entendu le vibrant hommage de Meryl Streep l'autre jour à l'ONU, où en fait elle expliquait qu'aujourd'hui, en Afghanistan, les femmes elles avaient moins de droits que les animaux. Et donc voilà, par exemple, elles n'ont plus le droit de parler en public, elles doivent porter le hijab. Donc en fait, tous ces sujets qui évidemment vous touchent beaucoup. Alors aujourd'hui, pour cette conférence sur la laïcité, donc un enjeu de liberté pour les femmes, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, comment on peut en arriver là, d'avoir en fait toutes ces femmes qui sont voilées de la tête aux pieds, et comment la laïcité peut être un rempart pour protéger les femmes, et notamment pour protéger leur liberté et leurs droits. Merci à vous. Merci beaucoup Catherine et merci beaucoup Isabelle de nous recevoir aujourd'hui. Moi, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est à quel point il est important de chérir la laïcité, à quel point il est important de la préserver et de la protéger. Il ne faut jamais en avoir honte. La honte n'a rien à faire à cet endroit-là. Et ne laissez jamais quelqu'un vous traiter d'anti-islamiste, de raciste, de fasciste, parce que vous chercherez à préserver la laïcité. Et pour vous en convaincre, je vais vous parler de ce que l'on perd quand on la néglige. Et pour cela, je vais vous faire voyager ce matin dans l'espace et dans le temps, à 6 heures de vol, au XVe siècle. Je vous amène en Iran, 5 siècles avant la loi de 1905 qui a instauré la laïcité en France, parce que c'est en Iran qu'est né le principe de séparation du religieux et de l'État. Qui aurait alors pu croire qu'un pays aussi en avance sur ce sujet pourrait devenir le premier pays au monde qui allait être soumis à l'islam politique? Alors, je reviens maintenant à une époque un peu moins lointaine, il y a plus de 46 ans en arrière, à l'époque où l'Iran était un pays moderne, gouverné par un shah. Et pour commencer, je voudrais vous parler de la place qui était celle des femmes et des minorités dans cette société-là, avant que l'islam politique n'envahisse le pays. En 1979, en Iran, les femmes étaient libres. Libres comme en France, de se voiler ou de ne pas se voiler, de porter une mini-jupe ou de ne pas en porter, de danser, de se marier, de divorcer. À la fin des années 70, la femme iranienne n'avait pas grand-chose à envier à la femme française de 2024. Nous avions des femmes députées, ministres, juges, et c'est pas tout. L'Iran était tellement moderne qu'en février 1978, un an avant la révolution qui allait tout faire basculer, nous célébrions en Iran le premier mariage homosexuel. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est à quel point les choses peuvent rapidement basculer. Et comme c'est facile pour nous les femmes et pour les minorités de nous voir privés des droits acquis par nos aînés. Ces droits ont disparu du jour au lendemain pour les femmes iraniennes lorsque la République islamique a envahi notre pays. Et je vais vous donner quelques exemples. 6 ans. 6 ans, c'est l'âge auquel les petites filles doivent porter le hijab, parce qu'on considère que c'est l'âge à partir duquel elles peuvent susciter le désir chez un homme. 8 ans et 9 mois, c'est l'âge auquel les petites filles peuvent être mariées, sachant que pour les garçons, c'est 15 ans, et que généralement, les filles de 8 ans et 9 mois ne sont pas mariées à des garçons de 15 ans. Une femme ne peut pas divorcer à moins que son mari y ait autorisé au moment du mariage. Une femme n'hérite que de la moitié de ce qui reviendra à son frère. Elle n'a pas le droit de faire du vélo, elle n'a pas le droit de jouer aux
échecs, à la moto, d'entrer dans un stade. Elle n'a pas le droit de chanter, elle n'a pas le droit de danser. Elle n'est pas autorisée à exercer certaines professions. Par exemple, la profession de juge lui est interdite. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'une femme n'est pas capable de raisonner et que ses émotions vont prendre le dessus. Elle n'a pas le droit de voyager sans l'autorisation de son père et une fois mariée sans l'autorisation de son mari. Elle n'a pas le droit d'être en présence d'un homme qui ne soit pas son mari, son frère ou son père. Et si tel est le cas, elle sera arrêtée et fouettée. Depuis 1979, les filles et les garçons sont séparés dans les écoles et même dans les mariages. Les célébrations donnent lieu à une ségrégation sexuelle. À peine arrivé au pouvoir, Khomeini a fait la déclaration suivante. Il a donné cette instruction. Toute femme vierge qui serait arrêtée et qui devrait faire l'objet d'une exécution devra être violée avant d'être tuée, afin de ne pas pouvoir accéder au paradis. Et c'est ce qui s'est passé pendant les manifestations de septembre 2022. On a eu des milliers de femmes et d'hommes qui ont été arrêtés et violés. Et c'est pas tout. Pour prouver un viol, il faudra 4 témoins, sachant que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Et si elle est violée, la femme qui est mariée sera reconnue coupable d'un adultère et donc subira la lapidation. Donc évidemment, toute personne qui a une mère, une sœur, une fille, comprend à quel point tout cela est insupportable. Et ce régime n'est pas seulement cruel envers les femmes, alors que, comme je vous le disais, il y a 46 ans de cela, un mariage gay était célébré en Iran. Aujourd'hui, l'homosexualité vous mènera à la corde. Les chiens sont interdits parce qu'ils sont considérés comme impurs. La pollution étouffe les villes. De nombreux animaux sont en voie de disparition. Il n'y a aucune mesure efficace qui n'est prise. Alors, comment tout a basculé en Iran? Sous le Shah, l'essentiel de l'opposition était faite de l'extrême gauche et des islamistes. Cette opposition d'extrême gauche, elle était affiliée aux radicaux palestiniens. Et parmi eux, ceux qui étaient très puissants au niveau médiatique, c'était des groupes étudiants. Des groupes étudiants qui avaient en grande majorité fait leurs études en Europe et aux États-Unis, financés par le régime du Shah. Ils étaient sympathisants de l'extrême gauche. Ils défendaient la lutte des Palestiniens contre Israël ou encore la révolution cubaine et d'autres mouvements de gauche et d'extrême gauche dans le monde. J'imagine que tout cela vous rappelle quelque chose. 1 an avant la révolution en Iran, les universités étaient fermées parce qu'il y avait trop d'agitation. Alors comment ne pas penser à tout ça quand on voit Sciences Po, la Sorbonne? Comment ne pas y voir des relents de cet anti-impérialisme quand on connaît la haine que LFI porte au capitalisme et à tout ce qui l'y associe, à tort ou à raison d'ailleurs? Comment ne pas voir dans ces kéfiers qui sont agités, dans ces mains ensanglantées qui sont arborées fièrement par nos étudiants dans cette haine du juif, des signes de manipulation de l'extrême gauche et de son meilleur allié depuis toujours, l'islamisme radical. Ce qui est fou pour moi, en tant qu'Iranienne devenue française, dont la famille a pris la décision drastique de se déraciner pour que nous, les filles de la famille, n'ayons pas à grandir dans un pays islamiste, ce qui est fou pour moi, c'est qu'on assiste à une totale inversion des tendances en France et en Iran. Slogan pro-Hamas, From the river to the sea, ici en France, alors qu'en Iran, et pardonnez-moi d'utiliser ces mots-là dans le Sénat, on entend scander par la jeunesse « Mets ton drapeau palestinien dans ton cul », c'était dans un stade de football il n'y a pas longtemps. Côté iranien, on a la championne d'escalade Elnaz Rekabi qui est apparue dévoilée à 2 reprises lors des Jeux asiatiques de Séoul. Ça a été évidemment immédiatement interprété comme un geste de solidarité envers les manifestantes, ce qui a provoqué son rapatriement vers la République islamique. Elle a été contrainte à la sortie de l'aéroport de présenter ses excuses télévisées et ils ont détruit sa maison. Côté français, on a des sportives qui ont préféré prendre le risque de se voir disqualifiées des Jeux Olympiques à Paris plutôt que de retirer leur voile. Et
féministes qui ont crié au scandale. Celles-là même qui sont restées muettes sur le combat des Iraniennes, celles-là même qui, lorsqu'on les a sollicitées, nous ont dit « Désolé, ce n'est pas notre combat ». Donc l'heure est grave en France. Je constate terrifiée ce qui se passe dans les pays d'adoption. Pour l'islam politique, pour l'islam radical, la première des batailles, c'est le foulard. Et cette bataille, elle est en train d'être gagnée. Ce foulard obligatoire, ça a été l'une des premières mesures qui a été prise par Khomeini quand il est arrivé en Iran. Et après cette bataille, la bataille suivante, qui est tout aussi importante pour l'islam politique, c'est l'école et l'université. Là où on partage le savoir. Ils placent leurs pions partout, dans l'éducation, en France au sein du CNRS, et sans qu'on s'en rende compte, les enfants juifs aujourd'hui en France sont poussés à sortir de l'enseignement public. Ensuite, dans nos écoles, ici en France, on conteste l'enseignement de certaines œuvres, en français, en philosophie. On interdit l'évocation même de certains faits pourtant incontestables dans les cours d'histoire géo. On refuse l'enseignement de la musique ou du sport pour les filles. Même au niveau du primaire. Alors évidemment, il y a le sujet de la nourriture, mais il y a aussi désormais celui de la fête de fin d'année, car on y chante et on y danse, donc des petites filles de 4-5 ans sont privées d'y participer. On a le sujet des cours de natation. On intimide les professeurs, on les pousse à la démission, on les décapite. Cette lutte contre l'islamisme politique ici en France, il est fondamental de la mener parce que cet islamisme est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Et c'est tout aussi fondamental d'aider les Iraniens dans leur quête de liberté. On a assez courbé l'échine face à un régime qui tue et massacre son peuple depuis plus de 45 ans en utilisant la politique des otages pour bien museler l'Occident. Libérer l'Iran de son bourreau islamiste, c'est se débarrasser de la pieuvre dont les tentacules ont envahi petit à petit le Moyen-Orient, le Yémen, le Liban, la Syrie ou Israël. Un Iran libre à 6 heures de vol, c'est signer la fin de ce cauchemar que les Iraniens endurent depuis 45 ans, celui que les Israéliens subissent depuis le 7 octobre et que nos amis libanais vivent depuis longtemps, mais encore plus intensément depuis quelques jours. C'est couper la tête de cette même pieuvre dont les tentacules ont envahi l'Occident, où certains parents refusent désormais l'enseignement du sport à leurs filles à l'école. Libérer l'Iran, c'est tout simplement libérer le monde de cet obscurantisme rampant. Et j'ai envie de dire à nos amis sénateurs qui sont présents dans la salle que j'ai besoin de vous. L'Iranienne que je suis a besoin de vous. Et la Française que je suis a besoin de vous. Agissez, il est peut-être encore temps. Femme, vie, liberté.